Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les chefs de projet Petite Ville de demain, mesdames et messieurs les responsables des services déconcentrés, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va ouvrir la saison thématique que nous vous avons proposée dans le cadre du club Petite Ville de demain. Alors, vous le savez, c'est une thématique très importante, le logement actuellement. C'est pour ça que nous avons décidé de dédier une saison thématique. C'est la session d'ouverture. Et pour démarrer cette session, je vous propose d'entendre Dominique Faure, qui est la ministre déléguée en charge des collectivités territoriales et de la ruralité, qui a souhaité vous adresser un message. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et surtout bonjour à vous, mesdames et messieurs, les élus des petites villes de demain. Je suis ravie d'ouvrir avec vous cette saison thématique du club Petites villes de demain intitulée Répondre aux enjeux du logement dans les petites villes de demain. Depuis son lancement du programme Petites villes de demain en 2020, le club PVD est un des 3 piliers du programme Petites villes de demain. Le partage d'expériences, les témoignages des élus et des chefs de projet PVD, l'inspiration et la mise en réseau qu'ils favorisent sont une force pour concrétiser votre projet de territoire. Alors pourquoi ce sujet? Vous êtes nombreux, chers élus, à être confrontés à de nombreuses problématiques. Entre changement climatique, évolution socio-démographique, de nouvelles contraintes apparaissent, comme le confort thermique, l'utilisation de matériaux écologiques, et puis les attentes et usages de ces espaces renouvelés. Dans les petites villes de demain, ces questions se posent avec une acuité particulière et des enjeux spécifiques. Rénovation énergétique nécessaire, vacances des logements à résoudre, insalubrité parfois à résorber. Dans certains territoires, le taux de vacances est très élevé. Les logements sont mal adaptés aux usages et aux transitions écologiques et énergétiques. Prendre en compte le logement dans son projet de territoire, c'est aussi mieux loger, mieux rénover et mieux réhabiliter de façon durable. Pour ne citer que 2 chiffres, depuis le lancement du programme en 2020, plus de 34 500 logements rénovés dans les PVD avec l'appui de l'ANA, que je remercie, soit près de 308 millions d'euros engagés, plus de 826 millions d'euros engagés au titre de MaPrimeRénov', mais des besoins de rénovation et de réhabilitation des logements sont encore importants, sont encore conséquents. De nombreux projets sont en cours, je les constate lors de mes déplacements. Mais les projets restent majeurs, les besoins restent majeurs, vraiment. C'est pourquoi je soutiens l'initiative de l'ANCT pour la mise ou remise à l'agenda des nombreux enjeux en matière de logement auxquels vous êtes confrontés au quotidien. Alors pourquoi une saison? Cette saison thématique est tout simplement construite pour vous accompagner dans vos projets, vous permettre d'identifier les aides et les partenaires adéquats, les webinaires, les clés pour agir, pour aussi vous inspirer, les webinaires, les travaux pratiques, vous retrouver entre pairs, échanger de bonnes pratiques, des expériences et des projets autour d'une thématique et d'un enjeu majeur, vous l'avez compris, le logement. Parmi ces nombreux rendez-vous numériques, ces webinaires, un rendez-vous en présentiel que je vous recommande fortement, c'est l'atelier In Situ qui se déroulera à Joinville en Haute-Marne les 7 et 8 novembre prochains. Ce temps passé sur le terrain entre pairs vous permettra, j'en suis certaine, de nourrir votre projet local. Je ferai tout pour y être, ce n'est pas garanti. Mais en tout cas, cette saison thématique construite par la NCT dans le cadre du club PVD avec l'appui de ses partenaires, je veux quand même les citer. C'est l'Agence nationale de l'habitat, dont je salue la directrice générale Valérie Mancret-Taylor, la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature du MTECT, dont je salue également le directeur adjoint Brice Huet, la PVF, je remercie Laurence Porte, vice-présidente, et je la remercie de sa présence bien sûr, mais aussi l'ADEME, que vous retrouverez dans les webinaires de cette saison. Je ne peux pas introduire cette saison du Club PVD sans vous féliciter pour votre implication et pour votre engagement quotidien, mesdames et messieurs les élus.
à l'approche des 3 ans du lancement de ce programme Cause humain et partenarial, comme le disait Jacqueline Gouraud, qui vous accompagne durant tout votre mandat. Le programme Petite Ville est un véritable succès. Vous avez récemment, ou de façon plus ancienne, on va dire, signé votre convention cadre PVD, où vous vous apprêtez à le faire. La phase de mise en œuvre s'ouvre maintenant. Et le club PVD national, mais aussi local, sous l'égide des préfets de département, doit vous accompagner dans cette phase opérationnelle. La dynamique dans les territoires est sans précédent et le fruit d'un engagement collectif à toutes les échelles, évidemment municipale et intercommunale, mais aussi départementale, régionale et bien sûr nationale. Pour relever ces défis, le programme Petite Ville de demain est là, les partenaires du programme aussi. L'État est à vos côtés pour vous accompagner dans ces grandes transitions. Je vous laisse dans les mains de l'ANCT, représentée par la direction de programme Petite Ville de demain. Je salue la nouvelle directrice de programme, Dominique Concile, et puis tous les partenaires. Je vous souhaite une très belle saison thématique. Je suis de tout cœur avec vous. À très vite. Bien, merci Madame la Ministre pour ces propos introductifs. Donc, comme l'a rappelé Madame la Ministre, les petites villes de demain entrent désormais dans une étape importante puisqu'il s'agit de la phase opérationnelle, la phase de mise en œuvre des projets. Alors, en ce qui concerne les thématiques qui nous préoccupent aujourd'hui, l'habitat, le logement, il faut rappeler que le club Petite Ville de demain avait déjà réalisé une thématique sur ce sujet. C'était en mars 2021, puisqu'il y avait déjà une saison thématique, une semaine thématique plutôt, du club Petite Ville de demain, une semaine thématique sur les enjeux d'habitat. Mais aujourd'hui, vous le savez, les problématiques de logement, de rénovation énergétique font partie des sujets majeurs qui préoccupent beaucoup les petites villes de demain. C'est pourquoi nous avons souhaité engager cette nouvelle saison thématique qui va se dérouler tout au long du dernier trimestre de l'année 2023. Et aujourd'hui, nous ouvrons cette saison thématique avec ce webinaire qui est dédié aux élus. Un webinaire qui va vous permettre de rentrer, de présenter, qui va nous permettre, de vous présenter les enjeux en matière de logement pour les petites villes, mais aussi de vous donner des témoignages et de vous présenter ce qui permet de mettre en œuvre concrètement cette politique de logement. Je précise que les autres webinaires seront dédiés à une présentation plus détaillée de l'offre de services avec l'appui de l'ensemble de nos partenaires. Je serai accompagnée lors de ce webinaire d'ouverture par Emmanuelle Lebris, qui est la directrice adjointe du programme Petite Ville de demain. Et je veux moi aussi, comme Madame la Ministre, remercier nos partenaires, la DGALN, l'ANA, l'ADEME, l'association Petite Ville de demain et aussi POPSU Territoire qui vont nous accompagner pendant toute cette saison thématique pour essayer de vous apporter le plus d'informations possible sur ce qui peut être fait en matière d'habitat dans nos petites villes de demain. Alors cet après-midi, nous allons avoir le plaisir d'entendre lors de ce webinaire Madame la maire Laurence Porte, qui est la maire de Montbard et qui est également vice-présidente de l'association Petite Ville de France. Merci Madame la maire d'être avec nous. Nous entendrons également Brice Huet, qui est adjoint au directeur général de l'aménagement du logement et de la nature. Nous entendrons pour l'ANA Jessica Brouard-Masson et puis Sébastien Ferrat, qui est le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, qui pourra nous parler aussi de son expérience dans son département à la DDTM du Gard. Et enfin, Solène Godin, qui est la maître de conférence, chercheuse à l'université de Rennes 2, qui pourra nous apporter son éclairage de chercheuse. Voilà, je vous propose maintenant de passer la parole à Emmanuelle Lebris, qui va animer ce webinaire tout au long de l'après-midi. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame la Directrice. Avant de débuter cette table ronde, je vous propose de vous rappeler nos petites consignes habituelles que certains connaissent bien. On est ensemble donc pour 1 heure. On vous invite à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran. Et puis pour tout problème technique, s'il y en a encore, vous avez le chat pour vous exprimer. Nous avons des collaborateurs de l'ANA et de la DGLN qui sont également connectés et qui se feront un plaisir de répondre à vos questions par écrit.
Alors, nous ouvrons de ce premier temps pour évoquer tout d'abord les enjeux auxquels sont confrontées les petites villes de demain et les petites villes en général. Et pour cela, je vais commencer en donnant la parole à Madame Porte. Madame, vous êtes donc maire de Montbard, une commune de plus de 5300 habitants en Côte d'Or, commune dans laquelle vous menez une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, ce que nous appelons OPA. Fin 2022, nous avions déjà 32 logements dans votre territoire qui avaient été rénovés pour un montant de l'ordre de 400 000 euros. Vous êtes également donc vice-présidente de la PVF, comme on l'a déjà mentionné, et référente revitalisation. Et je vous propose de prendre cette seconde casquette pour évoquer avec nous et auprès de nous le regard et l'approche des élus des territoires et des petites villes. Quelle est la vision de ces maires de petites villes vis-à-vis de ces enjeux en matière de logement? Bien, bonjour à tous les participants du webinaire. Alors en effet, un petit mot tout d'abord de présentation de l'Association des petites villes de France, qui représente les communes de 2500 à 25 000 habitants, soit 4000 communes de la strate. C'est quand même 26 millions d'habitants et 39% de la population très exactement. Alors, pour poser le décor, je voudrais déjà rappeler combien la situation des petites villes est extrêmement hétérogène. Il y a vraiment deux catégories. Il y a les petites villes qui sont périurbaines, alors souvent en zone tendue en matière de logement. Donc pour elles, l'enjeu, c'est la création, c'est pouvoir même, j'ai envie de dire, créer les conditions d'un choc d'offres, comme on le dit à la PVF. Et puis, il y a l'autre catégorie, celle à laquelle appartient ma commune, et j'y reviendrai tout à l'heure plus précisément. C'est les petites villes bourg-centre, avec leur centralité, qui sont en zone quand même beaucoup plus détendue. Et il se cumulent les problématiques de vacances, de logement, mais ça c'est aussi la vacance commerciale. Et donc l'axe prioritaire pour elles, c'est vraiment la revitalisation de leur centre-ville, la rénovation de leur centre ancien, et puis le cas échéant, c'est aussi de pouvoir adapter l'offre en faveur de la mixité sociale. Alors évidemment, les défis sont absolument innombrables et la problématique du logement, notre vision, c'est que nous avons tous, que nous partageons, c'est que cette vision, cette problématique, elle s'élargit à l'enjeu crucial de l'habitabilité de la ville, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'y résider, mais ça agrège toutes les questions de l'offre globale d'attractivité pour un territoire de vie, mais j'ai aussi envie de dire, parfois, pour maintenir un territoire en vie, quand on a plus de cercueils que de berceaux, que le solde naturel est négatif, le solde migratoire également. Donc, tous ceux qui sont derrière leur écran le savent, nous devons faire face au vieillissement de la population, à toutes les questions de perte d'autonomie, mais aussi à la paupérisation d'une partie de la population. Et puis, d'un autre côté, il y a toutes les aspirations légitime de nos concitoyens pour accéder à la propriété. Et puis, on doit faire face à la dégradation de logements anciens. Parfois, c'est le risque de l'effondrement. Moi, je l'ai vécu en juillet dernier. Je peux vous dire que c'est pas drôle du tout. Bon, ce n'était que des dégâts matériels, fort heureusement. Donc, et puis, il y a aussi la question du parc locatif social. Moi, par exemple, c'est avec beaucoup de typologies plus du tout adaptées à la demande. Donc, finalement, il faut être en capacité de faire des choix forts, reconstruire la ville sur elle-même, redensifier. Et puis, parfois, ça peut être aussi de déconstruire quand ça s'avère aussi nécessaire. Alors, évidemment, les petites villes, elles jouent un rôle absolument crucial, essentiel en la matière, dans cette crise de logement que notre pays traverse, sur fond de révolution écologique, qui nous demande aussi de répondre à l'ambition de sobriété foncière. Je voudrais donner juste un chiffre. Un seul, c'est que 60% des terrains achetés en France par des particuliers pour la construction de maisons individuelles, eh bien, c'est dans des villes de moins de 10 000 habitants. Donc, il faut vraiment, vraiment mettre le paquet pour rendre nos centres anciens encore plus désirables, encore plus sexy qu'ils ne peuvent être, notamment avec toutes les problématiques de dégradation, hein, voire d'insalubrité de logement qu'on peut y connaître. Alors, élus de ces petites villes, les élus locaux, on est un peu quand même des hommes, femmes, enfin des hommes orchestres à la Rémi Brica. On doit faire face à plein de choses.
mettre en lien tous les maillons de la chaîne, et puis il y a tous les freins financiers, normatifs, d'ingénierie. Si je prends l'exemple d'un processus d'ORT, ça peut quand même être long, complexe. Bref, tout ça, c'est pas facile, mais face à tous ces freins, moi, je suis une grande enthousiaste et défenseuse du programme Petite Ville de demain parce que, évidemment, le programme, il est là pour nous aider à lever un à un tous ces freins pour que nous puissions mettre en œuvre ces politiques qui portent une vision de longue haleine. Il faut beaucoup de patience pour atteindre nos objectifs, mais c'est possible. Merci beaucoup, Madame la vice-présidente, et merci pour vos propos encourageants qui nous permettent de poursuivre au quotidien cet accompagnement auprès des petites villes de demain. Je vais maintenant me tourner vers Monsieur Brice Huet. Vous êtes donc directeur adjoint, pardon, au directeur général aménagement, logement et la nature, la DGLN, au sein du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Votre direction élabore, anime et évalue un certain nombre de politiques publiques, dont celle du logement. Monsieur Huet, à ce titre, pouvez-vous nous éclairer sur les principaux enjeux en matière de logement auxquels sont confrontées les petites villes? Oui, bonjour à tous, avec grand plaisir. Je crois que comme l'ont souligné Madame la ministre et Madame la vice-présidente et maire à l'ouverture de ce séminaire, les petites villes sont des territoires qui concentrent tous les grands enjeux que l'on connaît des politiques nationales de l'habitat, que la DGLN effectivement pilote et soutient aux côtés des opérateurs et des collectivités. Parmi ces enjeux, il y a ceux dont on vient d'entendre parler: rénovation énergétique des logements, traitement de l'habitat dégradé, restructuration des logements du parc social ou privé, adaptation des logements à la perte d'autonomie, lutte contre la vacance, ou encore l'attractivité du parc locatif. Donc autant de thématiques que je vais essayer de vous présenter dans la déclinaison des outils. Alors brièvement, parce que comme vous l'avez indiqué, il y a des séminaires, enfin des visios qui permettront d'aller plus loin sur chacun de ces outils. Et donc, l'objectif de ma courte intervention est de donner à l'ensemble de ceux qui nous regardent les pistes, quelques outils et quelques clés qui permettent d'agir de manière coordonnée en faveur du logement. Voilà. Et les experts de la DGLN sont à vos côtés à la fois pendant ce séminaire et puis ensuite tout au long de ces visios pour accompagner ceux qui seraient intéressés, les questions qui se poseraient. Premier outil que je vais aborder, c'est celui du fonds vert, qui a fait une entrée fracassante dans le paysage l'an dernier, avec 2 milliards d'euros pour la transition écologique des collectivités territoriales. Et au premier semestre 2023, il y a déjà 83,5 millions d'euros de subventions qui ont été attribuées à des projets dans les petites villes de demain. Je souligne notamment le volet recyclage foncier du fonds, ce qui était auparavant appelé fonds friche dans le plan de relance, qui permet de financer des projets d'aménagement et des programmes de logement qui n'auraient pas pu trouver d'équilibre financier pour des opérations qui peuvent être très qualitatives, mais en même temps qui peuvent être déficitaires. Donc, ça fait la différence et ça permet de repasser dans le vert certains dossiers qui, comme ça, voient le jour. Un exemple, si les personnes qui nous regardent souhaitent aller voir, il y a une subvention fonds vert de plus de 270 000 euros qui a été accordée pour un projet de démolition d'une friche commerciale à Yvetot, c'est en Seine-Maritime, et qui permet d'atteindre l'équilibre financier d'un projet de construction de 69 logements sociaux. Autre outil, cette fois-ci de contractualisation dont je voulais vous parler aujourd'hui, très articulé avec le programme Petite Ville de demain. Il s'agit des opérations de revitalisation de territoires qui offrent vraiment un cadre partenarial privilégié où les élus des villes, leur intercommunalité et l'État réfléchissent à la bonne articulation entre production de logements, rénovation de l'existant, en priorisant les interventions dans les centres qui sont équipés plutôt qu'en périphérie des bourgs. Aujourd'hui, quelques chiffres, on a déjà 800 communes, petites villes de demain, qui se sont engagées dans une opération de revitalisation du territoire depuis 2019, avec une accélération du rythme de contractualisation au cours des derniers mois, puisqu'on a 353 communes PVD qui ont contractualisé dans un tel type d'opération au premier semestre. Ça fait déjà, ça représente la moitié des communes du programme. Et cet outil-là,
permet d'avoir pour les communes des aides fiscales, des facilités juridiques qui permettent d'accélérer les projets de rénovation. Je cite par exemple le dispositif fiscal de Normandie dans l'ancien. Deux exemples aussi là pour illustrer cela. Une démarche accompagnée par l'ANA à Ombré d'Anjou, qui est une commune PVD du Maine-et-Loire, qui conjugue à la fois une forte ambition patrimoniale avec une opération de restauration immobilière suivie d'une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat, j'y reviendrai un peu après, qui a permis de rénover en profondeur des logements autour de la porte angevine, une porte du XVIIIe siècle, sans qu'on ait de perte d'authenticité. Puis un autre exemple, la communauté d'agglomération Pays Basque, qui porte à travers sa convention PVD qui vaut opération de revitalisation du territoire, un projet également d'OPA RU qui est déployé sur plusieurs communes afin de réhabiliter du parc ancien public et privé et de proposer là aussi une nouvelle offre de logement. J'ai commencé à parler de ces opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui sont impulsées par les collectivités. C'est le troisième outil sur lequel je voulais faire un focus aujourd'hui. C'est en partenariat avec l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, l'ANA, qui permet la mise en œuvre là aussi d'une politique coordonnée de réhabilitation du parc immobilier bâti et d'amélioration de l'offre de logement. Et là aussi, ça contribue à l'amélioration du cadre de vie et la préservation de la mixité. Là aussi, je vous donne un chiffre pour illustrer le fait que cette démarche est quand même bien engagée avec des communes qui adhèrent en nombre, puisqu'on en a 572 qui ont déjà lancé une opération d'amélioration de l'habitat, qu'elle soit simple ou complexe, depuis le programme en 2020. Je vais vous parler maintenant d'échelle, parce que je pense qu'il est indispensable que dans le lien qu'on fait entre les politiques de l'habitat, l'aménagement durable, on traite les opérations à l'îlot dans les petites villes. Ce traitement à l'îlot permet vraiment d'avoir des politiques de requalification de centres anciens qui soient efficaces, qui permettent d'engager des réhabilitations lourdes d'immeubles patrimoniaux, permet de restructurer en profondeur des logements insalubres, de créer de nouveaux logements et plus globalement d'aménager des quartiers entiers qui permettent d'accueillir un développement qui soit soutenable, toujours au bénéfice des habitants en matière de logement, de transport, de services et donc de cadre de vie. Et pour ça, il faut qu'on crée ou qu'on recrée des nouvelles valeurs d'usage au sein des quartiers anciens, et entiers. C'est une nécessité pour dynamiser les centres-villes et assurer de leur attractivité avec une offre de logement qui soit de qualité, digne et abordable. Et puis, quand on réfléchit à l'îlot, on inscrit aussi ces actions en faveur de l'habitat dans une réflexion urbaine qui est plus large. Ça permet de s'interroger sur le fonctionnement de l'îlot par rapport au fonctionnement du centre-ville, la fluidité des parcours, les piétons, la cohérence patrimoniale des lieux. Et puis, ça permet d'articuler la rénovation avec d'autres actions. Ça rejoint la question de la valeur d'usage dont je parlais il y a quelques secondes, les commerces, les espaces publics. Là aussi, je vous livre un exemple pour ceux qui veulent creuser sur le fait de travailler à l'îlot. La ville de Saverdun, qui est lauréate du programme PVD et qui a fait l'objet d'un accompagnement spécifique en faveur de la requalification d'îlots anciens dans le cadre d'un des ateliers flash qu'on peut proposer par la DGLN. Ces ateliers s'appellent les ateliers des territoires. Si on passe à l'échelle du logement, et puis après j'aurai deux autres outils pour terminer, un point très important pour nous et pour vous tous, c'est la lutte contre la vacance. C'est un enjeu particulièrement important dans les PVD. On a un outil qui s'appelle Zéro logement vacant, qui est déployé depuis 2 ans et qui aide les collectivités à mobiliser des propriétaires de logements vacants pour les accompagner dans la remise sur le marché de leur logement. Il y a des formations qui sont organisées à l'intention des collectivités et des chefs de projet PVD. Et plus de la moitié des communes PVD se sont déjà emparées de cet outil. Donc, j'invite là aussi les autres à les accompagner.
Là aussi, un chiffre pour soutenir ce que je présente là. On a 12% du parc privé qui se situe dans les communes PVD et ça regroupe 17% de la vacance de long terme en 2022, donc supérieur à la part du parc privé. Et ça représente plus de 190 000 logements qui sont vacants depuis plus de 2 ans. Donc c'est un gisement énorme qui fait écho à la crise du logement dans laquelle on se trouve actuellement. Là, il y a aussi des webinaires qui vous permettront d'aller plus loin sur le sujet. Je reviens pour finir avec 2 outils qui me paraissent essentiels sur cette trajectoire à la fois cadre de vie, habitat, logement, transition écologique. Il s'agit de la rénovation énergétique qui permet de réaliser des économies qui sont substantielles et puis bien sûr de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui qu'on a plus de 5 millions de logements, donc 17% du parc qui constituent des passoires énergétiques, qui ont des diagnostics de performance énergétique de classe F ou G, qu'il faut rénover au plus tard en 2027, conformément à ce qu'on trouve dans la loi énergie-climat. Et là, on a un dispositif Mon Accompagnateur Rénov, très important, récemment déployé, qui permet d'accompagner les ménages pour réaliser des travaux de rénovation les plus conséquents. Depuis le lancement du programme, 37 000 logements, plus de 37 000 logements situés dans les communes PVD ont été rénovés, avec le concours de l'ANA, bien sûr, au titre des aides à la pierre, et 252 000 logements au titre du dispositif national MaPrimeRénov'. Dernier objet tout récent dont je vous parle aussi et qui fait écho à ce que Madame le maire indiquait à l'instant. On a le dispositif MaPrimeAdapt qui est lancé aux côtés de MaPrimeRénov', puisqu'il y a un enjeu énorme d'adaptation des logements au vieillissement pour permettre aux Français désireux de demeurer chez eux au grand âge. Et donc, on lance ce dispositif MaPrimeAdapt au 1er janvier prochain, 2024, avec un objectif d'adapter 250 000 logements au vieillissement d'ici 2027 pour un budget qui est de 1,5 milliard d'euros. La part de personnes âgées, comme le soulignait Mme Porte, est plus importante qu'au niveau national dans les PVD. On a 24,5% de la population de plus de 65 ans et 12,6% de la population de plus de 75 ans, contre des chiffres qui sont respectivement en dessous de 20 et en dessous de 10 France entière. Donc là aussi, un effort particulier à faire sur le sujet pour PVD. Et là aussi, je cite un exemple pour ceux qui souhaiteraient un peu creuser sur le sujet, la communauté d'agglomération de Pornic, Agglo Pays de Retz, qui prévoit dans sa convention PVD un plan d'action qui vise à mettre en place une aide à la rénovation énergétique et à l'adaptation au vieillissement des logements en centre-ville. Voilà. Ravi d'avoir pu vous présenter brièvement l'ensemble de ces outils. J'espère que ce n'était pas trop dense. Voilà, mais je comprends que l'ANA va apporter très rapidement derrière quelques précisions. Merci beaucoup, Monsieur Huet. Juste pour vous signaler que nous présentons collectivement justement le dispositif MaPrimeAdapt dans le cadre de la saison thématique lundi 13 novembre. Donc, j'espère que nous aurons beaucoup d'intéressés. Je me permets de passer assez rapidement la parole à Jessica Brouard-Masson, directrice de l'expertise et des politiques publiques de l'ANA, donc Agence nationale de l'habitat, dont la mission est, vous l'avez bien compris, d'améliorer le parc privé de logements existants. Jessica, quels sont les grands enjeux en matière de logement auxquels sont confrontées les petites villes et les petites villes de demain? Et peux-tu évoquer également quelques chiffres, grands chiffres, qui illustrent l'engagement des maires et de l'ANA en matière de rénovation et de réhabilitation des logements? Bonjour à tous. Je vous prie d'excuser Valérie Mancret-Taylor qui est souffrante aujourd'hui et du coup qui m'a demandé de
de la remplacer pour ce webinaire. Je pense que les différentes introductions, autant Madame la ministre que Madame Porte ou encore Brissuet, ont bien mis en avant les différents enjeux auxquels les petites villes de demain sont confrontées en matière d'habitat, qu'il s'agisse de vacances dans le logement, d'habitat ancien dégradé, potentiellement des biens sans maître, la question de la transition démographique également, de la transition écologique. Et effectivement, l'ensemble de ces enjeux peuvent être abordés avec les aides et les financements qu'apporte l'agence. Euh, Quelques chiffres depuis le début du programme. Donc, Brice a rappelé que presque 600 OPA au total sur l'ensemble des PVD. Et je voulais indiquer qu'on avait quasiment 130 OPA avec volet renouvellement urbain parmi ces quasiment 600 OPA. Je me permets d'insister sur cet outil-là parce que l'OPA RU, même si son nom ne fait pas très petite ville, elle est nommée OPA RU, renouvellement urbain. C'est vraiment le dispositif contractuel qui va être le plus adapté pour traiter des situations complexes d'habitat, que ce soit l'habitat dégradé, que ce soit la lutte contre la vacance des logements et tous les autres enjeux que les petites villes peuvent être amenées à rencontrer. Une eau pas simple n'aura pas l'ensemble des outils coercitifs qui sont absolument indispensables pour pouvoir traiter ces situations les plus complexes. Et effectivement, en termes de nombre total de logements aidés par l'ANA depuis le début du programme, plus de 37 000 pour 360 millions d'euros grâce aux aides à la pierre et plus de 250 000 pour presque 900 millions d'euros dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', qui est l'aide nationale à la rénovation énergétique. Je me permets de souligner aussi que dans le cadre des petites villes de demain, on a 35 dossiers qui ont été instruits dans le cadre du recyclage de l'habitat indigne pour un montant d'un peu plus de 13 millions d'euros. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. C'est un dispositif qui permet de traiter l'habitat insalubre. Et nous, ce qu'on constate dans le cadre de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, c'est que de plus en plus, c'est un outil que des collectivités de petite taille ont commencé à bien appréhender et on a de plus en plus de dossiers qui nous remontent de petites villes de demain ou même de très petites communes. En fin d'année dernière, on a financé une commune de 92 habitants sur la transformation d'un ancien corps de ferme en trois logements sociaux. Et puis bien évidemment, l'ANA intervient aussi auprès de la NCT et de la Banque des Territoires sur le financement des chefs de projet. Donc depuis le début du programme, on a accompagné le financement de 264 chefs de projet pour un peu plus de 10 millions d'euros. Je pense que globalement, les intervenants précédents ont rappelé l'ensemble des enjeux. Brice a déjà bien amorcé les différents dispositifs que porte l'agence, sans revenir sur ces différents outils. Je voudrais insister sur quelques éléments. On a l'habitat des centres, de l'habitat des centres anciens, mais il est aussi important de prêter une attention particulière à tous les secteurs pavillonnaires puisque les objectifs de sobriété foncière, les objectifs de sobriété énergétique également, nous obligent à pouvoir intervenir et à faciliter l'intervention sur ce type de bâti également, et d'essayer de réfléchir à des formes un peu innovantes, et notamment de réfléchir sur de la densification des secteurs pavillonnaires. Et on est en train, nous, de travailler un petit peu sur ces questions-là, et on devrait pouvoir rentrer dedans de manière un petit peu plus opérationnelle dans les prochains mois.
Et je voudrais revenir aussi sur les nouvelles formes d'habiter. Euh, les différentes crises qu'on a traversées ces dernières années, qu'il s'agisse du confinement lié au Covid, de la crise énergétique, euh, suite à la guerre en Ukraine, font qu'il y a un vrai enjeu de réappropriation des logements, de réappropriation des bâtis existants. Et on a pu constater aussi qu'une partie de la population, on ne peut pas dire une majorité, mais une partie de la population, une partie des ménages ont souhaité quitter les grandes villes, quitter les métropoles pour aller vers les villes moyennes, pour aller vers les petites villes, parce que finalement, il y a une qualité de vie qui est tout autre. Un accès à la nature plus important, euh, et puis un certain nombre de services qui de toute façon sont présents et qui permettent de trouver un véritable équilibre. Ça nous oblige, par rapport à l'amélioration de l'habitat, à réfléchir sur la question de l'habitabilité des logements. Madame la maire soulignait l'enjeu de l'habitabilité de la ville, mais on a aussi la question de l'habitabilité des logements. Et il est extrêmement important aussi sur du coup du bâti ancien de réfléchir à comment travailler sur des reconfigurations, sur des restructurations pour pouvoir répondre aux attentes des ménages et aux attentes et à toutes les utilisations modernes dans le logement. Je m'arrêterai là puisque il y a les différents autres webinaires qui permettront de rentrer un petit peu plus avant dans les différents dispositifs. En tout cas, Lana est vraiment ravie du lancement de cette saison thématique sur l'habitat et les équipes de l'agence sont à vos côtés pour avancer sur ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jessica. Merci, Madame la directrice. On est tout aussi ravis que vous de cette saison thématique. N'hésitez pas à parcourir le chat dans lequel l'équipe Petite Ville de demain, derrière l'écran, vous rappelle les rendez-vous de la saison thématique RHI Tirori, Ma Prime Update, Ma Prime Rénov'. N'hésitez pas à vous y inscrire. Vous êtes bien sûr les bienvenus puisque cette saison, pardon, est faite pour vous. Merci également à Brissuet qui a remarquablement dressé le panorama et presque coupé l'herbe sous le pied de certains, mais ça a bien posé le sujet et c'est des éléments importants à garder en tête durant toute cette saison. Je vous propose maintenant de passer au second temps pour évoquer la mise en œuvre finalement locale et opérationnelle et pouvoir collectivement commencer à identifier quelques acteurs et enjeux à mobiliser localement. Pour cette seconde partie, je vous propose à nouveau d'entendre Madame Porte avec sa casquette de maire de Montbard. Donc, Madame le maire, est-ce que vous voulez bien évoquer les projets de votre commune? Il me semble avoir compris que vous envisagez un projet de réhabilitation d'un quartier. Est-ce que vous pouvez un peu nous en dire plus sur la politique que vous menez localement et sur ce projet en particulier? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, je vais reprendre le fil de mon propos adapté à l'échelle locale. Et là, à ce moment de mon intervention, je voudrais envoyer un grand merci en majuscule aux chefs de projet qui nous accompagnent et avec aussi les opérateurs qui sont recrutés. Nous, concernant la ville de Montbard, il s'agit de Solia parce qu'évidemment, il s'agit de fédérer tout le monde, tous les partenaires. Et sans eux, voilà, ce serait quasiment impossible, donc ça, c'est fondamental. Alors concrètement, à Montbard, donc c'est près de 5000 habitants, vous disiez 5300, mais en fait, on a déjà connu une érosion depuis, puis c'est une ville qui avait 8000 habitants dans les années 80, qui a aussi vécu le phénomène parallèle de la désindustrialisation. On a environ 3000 logements, dont la moitié ont été construits avant la première réglementation thermique en 1974. C'est voilà, aussi une façon tout de suite de vous sensibiliser à ce qu'on peut connaître comme problématique vraiment avec une grande acuité sur la commune. On a un centre historique avec un périmètre aussi monument historique. Alors, notre convention cadre PVD, elle inclut une OPA RU, justement. Et l'OPA RU, on a fait ce choix pour pouvoir actionner le volet coercitif aussi de l'amélioration du logement.
Euh, pour faire simple, retenez, on va consacrer sur les 5 ans à venir enfin un peu plus, pas près, plus que 4 millions d'euros, pour moitié une somme consacrée à un îlot, justement, sur lequel il y a une opération de RHI, qui sera la première opération de RHI dans le département de la Côte d'Or. Et puis, l'autre moitié de l'enveloppe, eh bien, est réservée pour accompagner les propriétaires privés dans cette OPA ERU 2023-2028, qui succède à une première OPA ERU qui s'est déroulée de 2016 à 2022. Donc, on n'a quasiment pas eu de battement dans la continuité entre les deux OPA et ça nous a permis aussi d'identifier les points d'amélioration pour l'amélioration continue justement de la mise en œuvre de notre politique publique. Et dans ces points d'amélioration, il y a quand même comment davantage toucher les propriétaires bailleurs. C'est quand même toujours beaucoup plus difficile que pour les propriétaires occupants. En tout cas, cette somme, c'est tout partenaire financier confondu. Et le partenaire numéro un, c'est l'ANA, que je remercie tout particulièrement. Mais on a à nos côtés aussi, de façon très engagée, le département de la Côte d'Or qui a contractualisé avec la Fondation du patrimoine. Et ça, c'est mis dans notre boîte à outils. Alors, cette boîte à outils en direction des habitants, hein, des propriétaires privés, qu'ils soient occupants ou bailleurs, c'est plusieurs choses. Alors, il y a vraiment l'OPA à proprement parler, d'aide financière pour la rénovation énergétique et la mise en accessibilité, parce qu'on a vraiment de façon très, très lourde cet aspect de lutte par rapport à d'amélioration de la perte d'autonomie de nos concitoyens. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est vraiment à l'échelle globale de la commune. Et je rejoins le propos de Madame Brouard, où il est vraiment fondamental aussi de sortir de nos centres-villes à proprement parler pour vraiment inclure les zones d'habitat pavillonnaire qui ont vécu ce renouvellement de génération où voilà, les seniors quittent des pavillons. Il faut absolument que des familles puissent se réinstaller, mais aussi remettre dans l'air du temps ces pavillons. Donc ça, c'est important. On a une opération façade. Alors, une opération façade, c'est pas simplement du raballement de façade sur le plan symbolique, c'est vraiment pouvoir aussi travailler à l'amélioration de l'espace public. On a eu une très très bonne première expérience d'opération façade dans la précédente OPA. Donc, on renouvelle, on a augmenté même les aides financières avec l'accompagnement du département et de la Fondation du patrimoine, qui ouvre quand même la voie de la défiscalisation, ce qui n'est pas forcément inintéressant pour les propriétaires qui s'engagent dans cette voie. Et puis, on a renouvelé un dispositif qui avait cartonné lors de la première OPA, qui est une prime à la primo-accession. Alors, que ce soit opération façade ou cette prime pour les primo-accédants, c'est sans condition de ressources. C'est vraiment un choix assumé de notre part. Mais on a amélioré ce dispositif de prime en le conditionnant, ce qu'on n'avait pas fait précédemment. C'était une petite erreur de débutant, je dirais. On l'a conditionné vraiment, là, c'est 5 000 euros, hein. On l'a conditionné à de la rénovation du logement, sinon, c'est pas possible. Et on peut vraiment se dire qu'un habitant peut, en fonction du périmètre du bien, eh bien, il peut cumuler l'ensemble des dispositifs. Donc voilà, c'est une boîte à outils extrêmement dense. Et pour se retrouver dans cette boîte à outils, vous savez, c'est souvent un peu le bazar au fond des boîtes à outils. Heureusement, on a notre opérateur Solia qui est vraiment là pour accompagner techniquement, humainement aussi les habitants dans leurs projets. Et ça, c'est absolument fondamental. Voilà, je ne veux pas être beaucoup plus longue parce qu'il y a d'autres intervenants. Mais vraiment, une fois de plus, je voudrais conclure là-dessus, c'est redire combien l'OPA-ERU, c'est le socle de la convention PVD. On a beaucoup, beaucoup d'autres projets, bien sûr, connexes. On avait été déjà dans une revitalisation du centre-bourg dans un programme précédent. On a fait plein de choses et là, on concentre au maximum les moyens sur le logement parce que derrière, c'est quand même tellement de choses qui en découlent et notamment le bassin d'emploi. J'ai la chance d'être sur un bassin industriel avec de l'emploi, des métiers en tension, et je suis souvent en but à la question de ne pas pouvoir répondre aux besoins en logement pour les salariés des grandes entreprises. Donc, il faut absolument qu'on poursuive, qu'on amplifie et qu'on fasse preuve de patience.
Merci beaucoup, Madame la maire, de ce témoignage qui montre comment on peut articuler finalement un certain nombre de dispositifs avec un engagement que je vois sans faille de votre part et de longue haleine également. Euh, et vous les avez pas cités, mais les services déconcentrés sont aussi là pour accompagner les maires peut-être un peu moins expérimentés que vous, mais ça me donne l'occasion de passer la parole à Monsieur Ferrat. Vous êtes directeur départemental des territoires et de la mer, donc DDTM, et vous avez également la casquette de délégué territorial adjoint de l'ANCT. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'accompagnement des services déconcentrés auprès des petites villes de demain en matière de logement? Quel est-il et quel est l'appui finalement offert aux collectivités? Bonjour à toutes et à tous, et puis félicitations déjà par rapport à l'organisation de ces webinaires et de cette thématique. Et je m'inscris complètement dans les propos introductifs de Madame la Ministre et différentes interventions, notamment l'Association des petites villes de France, de Monsieur Huet, de l'ANA, bien entendu. On a dans le département du Gard 21 petites villes de demain. Et comme le rappelait tout à l'heure Madame Porte, on a une hétérogénéité au niveau des différentes petites communes qu'on accompagne. Certaines très petites, avec un niveau de paupérisation important, et certaines plus grosses, avec peut-être des capacités d'ingénierie un peu plus importantes. Pour autant, on a décidé, dès le lancement du programme dans le département, de recruter spécifiquement un chargé de mission au niveau de la DTM, qui a assuré l'animation des 12 chefs de projet PVD pour 21 communes sur le territoire du département. Alors cette animation, c'est une animation en réseau avec des réunions régulières, thématiques, tous les mois et demi, avec tous les partenaires. En fait, tous les partenaires qui font partie du club PVD au niveau national, on essaye de les réunir au niveau local de manière régulière pour justement faire redescendre ces informations nationales, ces informations régionales et au niveau départemental, procéder à cet échange de pratiques, notamment avec des tours de table. Et c'est un point qui est particulièrement riche puisque non seulement ça permet à chaque chef de projet de voir toute la panoplie d'outils proposés par les différents partenaires, ça permet aux partenaires d'avoir en face d'eux tous les chefs de projet et toutes les situations de territoire assez diversifiées, et ça permet également cet échange en réseau entre les différents partenaires. Et aujourd'hui, au bout de 2 ans d'animation, on a presque réussi l'exercice quand on voit que le réseau des chefs de projet communique sans nous, que le réseau des élus communique sans nous, et que ce réseau de partenaires, il ne fonctionne pas avec un système en étoile, mais vraiment comme un maillage en toile d'araignée. Alors, par rapport à ça aussi, ce que nous avons fait en dehors de l'animation, bien entendu, se charger de mission au niveau de la DDT, mais il assure aussi le suivi, il assure également le pilotage, l'accompagnement, et ça, c'est un point important. Dès le début, nous nous sommes rendus compte aussi que les chefs de projet étaient en demande d'informations et d'outils sur le domaine du logement. Ce qui fait qu'on a constitué un binôme avec le chef de service adjoint de nos services habitat et construction, plus spécialisé dans l'habitat privé, et qui est donc, il y a ce binôme avec notre chargé de mission de PVD, qui aussi demain s'occupera d'ACV2 d'ailleurs, et Village d'avenir aujourd'hui, pour lequel le préfet préside une réunion de lancement avec les élus. Et ce binôme, en fait, a été mis en place parce que c'est une attente forte des chefs de projet sur le territoire. D'une part, parce qu'il y a cette attente, d'autre part, parce que c'est un volet obligatoire du programme PVD. Et puis, on s'est aussi rendu compte en discutant avec les chefs de projet, en voyant leur profil, qu'eux aussi avaient des connaissances relativement hétérogènes, tout comme d'ailleurs chez les élus, on avait aussi des capacités d'ingénierie et de connaissances dans le domaine de l'habitat et du logement qui étaient relativement hétérogènes. Donc, on a mis un focus et je dirais, pour répondre à un problème qui est un problème que vous avez soulevé en introduction, c'est un fort taux de vacances. Même si c'est hétérogène, on a une vacance structurelle de plus de 2 ans qui est à 0,5% dans une commune bien connue qui est le Grau-du-Roi en littoral, jusqu'à une commune qui est proche de l'Ardèche, qui est à plus de 13%, qui est Saint-Ambrois. Donc cette hétérogénéité-là, il faut la traiter. Et on s'est dit, au-delà de ce binôme, on a travaillé avec un partenaire particulier qui est l'agence d'urbanisme. Et dans le cadre de notre protocole partenarial, dans notre programme partenarial, on lui a demandé
d'élaborer, de financer un guide de l'habitat et du logement dans les petites villes de demain. Alors, je vais vous en parler un petit peu dans cette deuxième partie, mais je sais qu'il est disponible aujourd'hui en ligne sur l'espace Osmose du club PVD, donc vous pourrez le consulter avec intérêt. On a mis 6 mois pour l'élaborer. Il a été livré fin d'année dernière. Et aujourd'hui, je vais vous le présenter tout à l'heure, c'est un outil qui traduit justement ce fonctionnement en réseau, qui traduit l'investissement des partenaires à destination des territoires. Donc, ce document, il est composé en 4 parties. Il y a une première partie qui, justement, va décrire ce qu'est l'importance de l'habitat et du logement dans les petites villes de demain, dans les centres-bourgs, comme Madame le maire le rappelait. Et j'ai un peu envie de dire, en complétant, si vous me le permettez, on a souvent l'habitude de parler, vous savez, de la biodiversité extraordinaire, l'aigle de Bonelli, c'est fabuleux, mais on oublie la biodiversité ordinaire qu'on a chacun dans nos jardins. Et bien là, pour le patrimoine bâti, c'est la même chose. Là, la maison carrée du centre-ville de Nîmes a été labellisée patrimoine UNESCO. C'est très bien. Pour autant, dans les petites villes de demain, nous avons un patrimoine bâti qui mérite d'être valorisé. Et qui mérite d'être valorisé non seulement pour ceux qui y résident, non seulement pour les entreprises et les commerces qui vont venir se réinstaller dans un espace de vie où les gens aimeront vivre, mais aussi dans un département comme le nôtre, mais d'ailleurs dans tous les départements de France depuis la crise Covid, par rapport à l'attrait touristique. Donc, ce logement qui est non seulement un caractère indispensable pour la vitalité économique d'une ville, c'est aussi un attrait et une image de marque que l'on redonne. Donc, c'est la première partie de ce guide, c'est de dire, ben voilà, quel est l'état de l'habitat et l'importance de l'habitat au sein de petites villes de demain. La deuxième partie, c'est de donner à tous les acteurs de territoire, notamment les élus et leurs chefs de projet, les différentes étapes du diagnostic stratégique. C'est-à-dire, quel est l'état aujourd'hui de mon habitat et de mon logement dans la ville. Donc, ça passe d'abord par une analyse, on va dire, de diagnostic de l'habitat, la nature des logements, leur niveau de dégradation, les difficultés qui sont identifiées. Derrière, de commencer à voir quelles sont les priorités d'action que l'on va mettre en œuvre. Tout à l'heure, vous parliez de l'OPA-RU, on parlait aussi de la prime Rénov' tout à l'heure par le directeur adjoint des GALN. Et donc, on a ce vrai travail de diagnostic qui est à faire, et derrière, un travail de co-construction. Et la troisième partie de ce guide, et je pense que c'est là la réussite de ce programme PVD, c'est qu'on est vraiment dans de l'urbanisme complètement opérationnel. C'est-à-dire qu'autour de cette thématique de l'habitat, qui est une thématique obligatoire, on construit le projet de territoire. Et non seulement ça engendre un vrai projet opérationnel avec des financements conséquents et de l'ingénierie conséquente, mais c'est un véritable projet de concertation. Et je pense qu'aujourd'hui, les élus s'impliquent complètement là-dedans. Et on le voit dans les différentes signatures d'ORT de ces derniers temps, qu'on a, grâce à ce programme PVD, un vrai projet de territoire complètement concerté. Et c'est l'avantage justement de ce chef de projet PVD, c'est qu'il ne va pas considérer l'habitat comme étant une entité complètement isolée, indépendante, déconnectée du reste, mais comme vous le disiez, Madame le maire, l'habitat est indissociable des espaces publics, est indispensable du tissu économique, du tissu commercial, est indispensable à la problématique de la mobilité, est indispensable finalement au rayonnement de ce bourg-centre de cette petite ville, en intégrant également les zones périphériques qui ont été des zones pavillonnaires avec une utilité, avec aujourd'hui une attractivité qui demeure. Mais aujourd'hui, si on rénove le patrimoine bâti, si on rénove la qualité des logements, si on permet d'adapter ces logements aux besoins des habitants et en leur permettant, malgré leur paupérisation, d'avoir des logements de meilleure qualité, on va redonner l'attractivité globale à ce centre-ville. Et donc, c'est bien ce logement au cœur d'un projet abriqué qui est la base de la troisième partie de ce guide. Et enfin, la quatrième partie du guide, ce sont finalement l'ensemble des outils. Alors tout à l'heure, les uns et les autres, que ce soit l'ANA, que ce soit M. Huet, que ce soit vous-même, Madame le maire, on a dressé quelques outils. Et bien là, sur la base de quelques exemples, on a élaboré une petite grille, et vous le verrez dans les dernières pages de ce guide, et je trouve ça très intéressant. C'est des grilles qui nous permettent d'identifier finalement un certain nombre de constats, ensuite de déterminer les enjeux qui correspondent à ces constats, et dans ces enjeux, on a un certain nombre de solutions. Et ces solutions correspondent à un certain nombre de dispositifs. Donc, c'est un système un petit peu, un peu dichotomique où on retrouve finalement des outils, des dispositifs qui peuvent répondre à un certain nombre d'enjeux de départ, à un certain nombre de constats de départ. Et cette grille de lecture,
On l'a donc décliné pour 3 types de situations et c'est vraiment aujourd'hui un outil. Alors, je ne vais pas être trop long parce que je vais trop consommer du temps. Alors, on a essayé de lancer ce type de réflexion autour du logement dans le PVD sur une thématique qui était aussi le commerce au sein des PVD. On a aussi lancé une étude flash avec le CEREMA sur la problématique de mobilité. Et puis, ce que l'on va développer pour cette année, pour le passage à la phase opérationnelle, parce que c'est un petit peu notre crainte, quand on est tous en ébullition intellectuelle pour élaborer notre ORT, la crainte, c'est qu'on ait un petit trou d'air, si vous me permettez l'expression, juste après la signature, parce que les chefs de projet, tous les acteurs se sont vraiment mobilisés pour élaborer ce plan d'action, mais maintenant, il va falloir le mettre en œuvre. Et l'idée, justement, c'est qu'on ait un tableau d'indicateurs qui soit commun pour les 21 communes, pour les 12 chefs de projet, et on va essayer de l'élaborer. Si cette élaboration-là, si ce tableau peut intéresser les autres, on le partagera sans aucun problème. Mais voilà, donc on va garder cette dynamique et vraiment, je pense qu'il faut se féliciter collectivement pour ce programme qui a été lancé il y a 2 ans, enfin 3 ans, parce qu'elle permet à tous les territoires d'exprimer leurs besoins. Elle nous permet, nous, grâce au réseau, de mettre en face des besoins un certain nombre d'outils, un certain nombre de partenaires. Et je crois que vraiment, si on veut développer le conseil au territoire, si on veut développer les territoires en accompagnement des collectivités locales et collectivités territoriales, je pense que ce dispositif, c'est vraiment une grande réussite, en tous les cas pour nous, dans le département du Gard, avec la confiance que le préfet nous a accordée. Je crois qu'on peut se féliciter d'avoir ce réseau qui a été installé à la grande satisfaction des chefs de projet, c'est sûr, mais surtout des acteurs des territoires. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je crois que nous partageons beaucoup d'enthousiasme entre nous et collectivement aujourd'hui. Merci en tout cas pour le partage de cet outil que l'on s'est empressé de partager, comme vous le disiez, sur Osmose et également dans le chat il y a quelques instants. Je vous propose maintenant de prendre un petit peu de hauteur et de recul en donnant la parole à Madame Godin. Madame Godin, vous êtes maître de conférences et chercheur à l'université Rennes 2 et vous êtes notamment impliquée dans la mise en place de recherches POPSU qu'on appelle donc POPSU Territoire et notamment dans la petite ville de Guingamp. C'était une occasion pour vous d'identifier les ressorts de l'émergence de l'habitat indigne et aussi étudier les évolutions des formes de vulnérabilité résidentielle dans cette commune et comme dans beaucoup d'autres où le logement existant est de moins en moins attractif et adapté à la demande. Donc on est particulièrement ravis de pouvoir vous donner l'occasion de présenter les éléments qui vous semblent aujourd'hui importants d'avoir en tête ou de mettre en place dans le cadre des réflexions et d'une mise en œuvre d'une politique publique en matière d'habitat à l'échelle locale. Merci beaucoup. Je vous remercie effectivement pour cette occasion que vous me donnez de pouvoir échanger avec vous sur des questions qui me tiennent à cœur en effet et qui relèvent de différentes recherches que j'ai pu conduire dans le cadre notamment des programmes POPSU à Guingamp mais aussi dans d'autres territoires. Et j'aurais voulu, dans le cadre de cette présentation, revenir avec vous de manière un peu plus générale sur 3 éléments qui, me semble-t-il, apparaissent assez importants dans les réflexions aujourd'hui qui président à l'élaboration d'une politique locale de logement, spécifiquement dans les petites villes. Alors, le premier point sur lequel je voulais revenir avec vous, c'est l'idée de revitaliser, mais à partir de l'échelle locale, ce qui suppose au préalable de prendre peut-être un peu de distance avec les schémas métropolitains qui incitent souvent à penser la politique du logement à travers un référentiel urbain dominant autour de la croissance et d'attractivité. Et cette recherche permanente de croissance et d'attractivité, souvent incrémentée dans les stratégies et les discours des différentes strates urbaines, mérite peut-être d'être réinterrogée à plusieurs niveaux. D'une part, on l'a vu parce que les situations sont contrastées localement à l'échelle des petites villes, aussi parce que les régulations dans le secteur de l'immobilier reposent avant tout sur le temps long, attendu que 80% du parc de logement de 2050 est d'ores et déjà construit. En ce sens, les besoins en transformation des logements sont immenses. On estime à peu près à 50% du parc obsolète au regard des besoins, au regard également des enjeux de transition écologique, mais aussi au regard des attentes des ménages. Et parce que la réalité démographique des petites villes, on l'a déjà dit aussi, est celle d'une population vieillissante qui nécessite de réfléchir à l'adaptation d'un parc et également d'un maintien à domicile des seniors
Et à ce sujet, les petites villes ont un rôle majeur à jouer comme pôle secondaire local de proximité. C'est aussi la question de la paupérisation. Là aussi, ça a déjà été évoqué, réelle d'une partie de ces villes et des centres-villes, marquées notamment par un déclin démographique pour certaines d'entre elles. On a rappelé les chiffres, M. Watt a rappelé les chiffres de 25%, parfois même plus, pour certains territoires, qui conduit à interroger les ambitions de revitalisation qui ont souvent été tournées vers l'extérieur, au regard de la réalité de territoire qui concentre parfois des populations très fragilisées. Alors, à contrario, les recherches récentes sur les petites villes incitent à valoriser et composer avec l'existant, en misant sur un développement local stratégique et calibré, en partant notamment d'une volonté de faire et refaire la ville pour et avec les habitants déjà là, et en positionnant finalement au cœur de la réflexion et des interventions urbaines des actions en faveur d'un soutien aux populations en place, au service aussi d'une solidarité qui se veut endogène. Alors dire ceci, ce n'est pas du tout renoncer à toute action de valorisation, au contraire, c'est en premier lieu connaître et reconsidérer les nouveaux besoins et les attentes des ménages. Et c'est le deuxième élément sur lequel je voulais revenir avec vous, entre recycler et construire, le dilemme un peu de l'accueil. Alors sur ce deuxième point, les petites villes ont des caractéristiques spécifiques et des atouts aussi incontestables, qui font écho, cela a été dit, à l'engouement post-pandémie pour les villes petites et moyennes, même si celui-ci doit quand même être un peu nuancé sur le plan démographique. Il y a quand même de nouvelles aspirations résidentielles qui sont manifestées, à réinvestir le cadre de ces petites villes comme lieu de vie désirable, le foncier est moins cher, l'attrait du pavillonnaire, le besoin de nature et de proximité. Mais au-delà de ces aspirations résidentielles, de quel ménage parle-t-on lorsqu'il est question de dynamique ou d'attractivité résidentielle? Alors, il faut quand même rappeler que plus de 50% de la population sur le territoire français n'appartient pas à la catégorie population active, et cette tendance va s'accentuer avec le vieillissement. La part également du télétravail et des travailleurs du numérique reste aussi très limitée à une catégorie spécifique de travailleurs qui, en l'état, n'enclenche pas de cycle de relocalisation ni de dispersion géographique, mais plutôt des effets de surchauffe localisés dans certains territoires qui sont déjà attractifs, les métropoles régionales, les littoraux, les secteurs touristiques. Et pour reprendre les conclusions d'une étude du POPSU, il n'y a pas réellement eu d'exode urbain où celui-ci demeure marginal en termes de flux démographiques. Alors ça signifie qu'avant de décliner en principe d'action les orientations d'aménagement, il semble assez indispensable de réaliser des diagnostics et des projections lucides qui permettront d'établir une stratégie en matière de politique du logement qui soit ajustée aux caractéristiques sociales mais aussi fonctionnelles du territoire local. Et c'est le dernier point que je voulais voir avec vous, parce qu'en la matière, il n'y a pas de stratégie prête à l'emploi. Ça conduit finalement à l'intérêt d'imaginer la mise en place, au regard notamment des différentes recherches que l'on a pu mettre en place dans le cadre du POPSU, de développement de véritables circuits courts dans les partenariats locaux, voire l'élaboration de ce que l'on peut appeler une forme d'écosystème local d'acteurs sur la question du logement. Alors effectivement, cela a été rappelé également, les dimensions d'intervention sur le logement sont multiples. La réhabilitation des logements, restauration des espaces publics, l'amélioration des conditions d'habitat, les mobilités, qui exposent nécessairement les élus à une certaine complexité. La première complexité se rapporte à la gouvernance du projet, qui suppose de créer les conditions d'une collaboration active entre les partenaires. Et sur ce registre, la proximité confère finalement une certaine efficacité, souvent agilité à la démarche collective, quand les acteurs se connaissent bien. Les investisseurs, les services de l'État, bailleurs, les chefs de projet connaissent aussi les différents relais et dispositifs à disposition, avec ces formes de partage d'expériences, les différents guichets existants aussi, qui permettent ainsi d'affiner un peu les stratégies. C'est aussi privilégier, quand c'est possible, le travail en régie, mais ce n'est pas évidemment le cas pour toutes les collectivités. Et puis de nombreux exemples montrent notamment le rôle crucial des bailleurs sociaux, souvent dans l'animation de ce réseau des acteurs de l'habitat des petites villes, voire dans l'impulsion des projets, avec une connaissance souvent très fine des enjeux locaux et des profils des ménages. Alors par exemple, on a évidemment la construction de logements sociaux qui peut être valorisée comme moyen d'attirer de la promotion privée, avec le recours par exemple des mécanismes comme la VEFA, mais aussi un autre exemple, pour le coup, issu des recherches conduites à Guingamp, vous l'avez mentionné, dans le cadre de politiques de lutte contre l'habitat indigne, où on a pu suivre l'exemple d'un bailleur social qui a assuré, en coordination avec les collectivités et l'ANA, le portage d'une opération d'envergure, de revitalisation et de reconversion d'une vaste parcelle en centre-ville, une opération à plus de 2 millions d'euros, pour lequel le bailleur social a assuré une part importante du portage de l'opération. Le dernier point que je voulais voir avec vous concerne la mise en cohérence peut-être des objectifs d'attractivité
de mixité, de revitalisation avec les fonctions sociales du territoire, afin de reconnaître aussi ce que le collectif Rosa Bonheur a identifié l'existence de centralité populaire. Alors, c'est-à-dire concrètement les capacités d'un espace local à cumuler les fonctions d'accès au logement, d'ancrage résidentiel, des activités économiques, de travail, de commerce aussi à des prix spécifiques. Et ces centralités populaires que l'on retrouve dans de nombreuses petites villes reposent finalement sur des systèmes d'entraide, d'appartenance locale, à l'équilibre parfois fragile mais déterminant dans la cohésion territoriale et dont l'action publique peut se faire le relais, reconnaissant et valorisant finalement les fonctions sociales de fait assumées par de nombreuses petites villes, au-delà même d'ailleurs de leur territoire de proximité. En somme, à l'heure où la crise du logement concerne un nombre croissant de ménages, il importe de porter une attention particulière aux milieux récepteurs, finalement, des opérations de revitalisation, mais aussi aux fonctions éminemment sociales des petites villes, en fixant des objectifs qui peuvent être parfois moins ambitieux en termes de sortie ou de production de logements, mais peut-être plus en termes de maîtrise sur le moyen terme du foncier et aussi des prix abordables de l'immobilier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Gaudin. Ces éléments nous aident effectivement à relativiser, prendre du recul et en même temps mesurer l'importance d'un certain nombre de phénomènes et tout en nous donnant des éléments très concrets sur la base de votre expérience, entre autres au sein du territoire de Guingamp. Merci à tous pour vos propos très éclairants. Me voilà venu le temps pour moi de laisser Madame la directrice conclure ce webinaire qui a été très riche. Peut-être juste moi, je vous rappelle notre prochain rendez-vous dans le cadre de cette saison thématique. C'est donc dès la semaine prochaine, mercredi 11 octobre à 14 heures, où nous nous retrouverons dans le cadre d'un webinaire Les clés pour agir, pour évoquer la façon dont on peut lutter contre la vacance dans les petites villes. Je laisse Madame la directrice conclure ce temps. Merci à tous. Merci Emmanuel et merci puisque nous nous approchons du terme de ce webinaire d'ouverture de la saison thématique dédiée au logement, la thématique du logement dans nos petites villes de demain. Merci aux intervenants de grande qualité qui se sont succédés en début d'après-midi pour vous présenter les grands enjeux. Vous le savez, mesdames, messieurs les élus, les enjeux du logement pour nos petites villes de demain sont vraiment très importants, qu'il s'agisse d'enjeux qui concernent la disponibilité, l'adaptation des logements aux besoins des habitants, qu'il s'agisse de rénovation des logements, qu'il s'agisse également de lutte contre la vacance des logements. Et d'ailleurs, quand on regarde les conventions cadres valant ORT qui ont d'ores et déjà été signées par les petites villes de demain, c'est près de 60% des petites villes de demain qui ont signé leur convention cadre valant ORT. Eh bien, dans ces conventions cadres, il y a bien sûr souvent un volet habitat-logement, ce qui montre l'importance de ces problématiques pour vos communes. Alors, face à ces enjeux, vous le savez, nous l'avons dit cet après-midi, il existe de nombreux dispositifs, de nombreuses aides. Nous avons cité MaPrimeAdapt', MaPrimeRénov'. Nous avons bien sûr les opérations de revitalisation du territoire, les OPA, le Fonds vert et d'autres aides dont nous n'avons pas eu le temps de parler peut-être cet après-midi. Nous ne pouvons bien sûr que vous encourager à vous saisir des différents outils qui sont mis à votre disposition et aussi à solliciter les services référents en préfecture, en sous-préfecture, mais aussi dans les directions départementales des territoires. Nous l'avons vu cet après-midi, les DDTM sont aussi des services qui peuvent vous aider sur ces sujets. N'hésitez pas à les solliciter. Comme l'a rappelé M. Ferrat, ce sont des interlocuteurs de proximité qui sont là pour vous accompagner. Et puis, nous vous proposons aussi de poursuivre la réflexion en participant aux différents webinaires qui vous seront proposés pendant la saison thématique, au cours de laquelle vous pourrez découvrir différentes offres de services, différents outils sur lesquels nous allons revenir, que nous allons pouvoir développer en lien avec ces enjeux forts en matière de logement. Et d'ailleurs, vous trouverez dans le chat de ce webinaire le lien qui va vous permettre de vous inscrire dans ces prochains webinaires sur la thématique du logement. Enfin, chers élus, puisque nous arrivons au terme de cette séquence, j'en profite pour faire une petite page de publicité et je ne peux que vous encourager à nous retrouver à Joinville, dans la Haute-Marne, Joinville les 7 et 8 novembre, puisque ce sera le moment fort
de notre saison thématique dédiée au logement. Un moment fort à Joinville les 7 et 8 novembre dans la Haute-Marne, dans le cadre du 3e atelier In situ, où nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les enjeux du logement dans vos territoires, de découvrir des réalisations déjà menées par la commune de Joinville, mais aussi d'identifier avec vous les acteurs, les aides mobilisables, voilà, pour aller au-delà de tous les webinaires que nous allons avoir ensemble. En attendant, merci d'avoir participé à cette ouverture de la saison thématique. Très bon après-midi à tous et à très bientôt.